Allez, bon, bah, on est prêt. Ou pas. Salut à tous, c'est la Nagesphère, quatrième édition du podcast déjà. Bon, du coup, vu que vous connaissez la maison, pas besoin de grande introduction. On va passer tout de suite au sommaire. Comme d'habitude, on va débriefer l'actualité du VFC. On va reparler de son glorieux passé avec un brin de nostalgie et on va terminer en parlant du derby que toute la France attend, Valenciennes-Amiens, en interrogeant un supporter picard. Puis entre-temps, il y aura le débat de la semaine. C'est sur la perte de passion autour de notre club chéri. Bref, une quarantaine de minutes d'échange sur VA. Et croyez-nous, c'est une performance. Avec moi ce soir, Larry, Bonsoir. François Bonsoir. et Maxence. Et bonsoir. Alors, on n'en a pas parlé avant, mais vu qu'on est en période de fête, est-ce que vous avez fait votre liste de Noël? Un nouveau président. Ah, Ah, je écoute, suis surpris. moi je suis allé voir les promotions sur la boutique du VFC, j'étais un peu déçu, donc c'est pas de ce côté-là que j'irai faire mes cadeaux, mais ouais, comme Maxence, un nouveau président, ça coûte Attends, rien et ça m'irait très bien. t'as les maillots 2018 à moins 50% quand même. Attends, oh, respect. Ouais. Je suis sûr que Larry a une bonne idée de cadeau. Sujet suivant. Mais, merci Larry. Bah, on va démarrer sans plus attendre avec VNews. L'info de la semaine, donc vous la connaissez, c'est... En fait, on développe des actualités que vous connaissez déjà, mais ça fait plaisir de les entendre. C'est l'encadrement salarial semestriel prononcé par la DNCG à l'encontre du club. 14e encadrement consécutif, performance incroyable. Et à noter que le club a été très transparent sur le sujet parce que tout le monde, y compris au sein de la presse, annonçait un passage ce mardi, alors qu'au final ça a eu lieu lundi. Donc vraiment, la transparence règne. Et à noter que pour l'heure, la moitié des clubs du championnat ont été encadrés, donc on n'est pas tout seul, dirait l'autre. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Ah, j'ai pas cette culture rap. Moi, je me suis arrêté en 2005. Que vous inspire, que... que vous inspire cette décision, messieurs, si ça vous inspire encore quelque chose? Bon, c'est la classique, hein, quoi, ni plus ni moins. On a l'habitude, on sait qu'on va devoir vendre pour équilibrer tout ça et que ben, l'équipe qui a besoin de recrues n'aura pas ses recrues et aura plutôt l'inverse. Donc, la classique, comme tu dis, la 14e fois de suite. Et à mon avis, il y en aura une 15e, hein, parce que ça va pas aller en s'arrangeant. Bah, si on continue sur la culture rap, Dossé disait habitué, habitué. Et bah voilà, ça fait 6 ans qu'on est habitué. Et puis, franchement, une de plus ou une de moins, bah, pour maintenant, que ça continue, Hmm. quoi, les encadrements. Inchedi pour la 15e. On poursuit avec les actus chaudes en provenance des coulisses et la Cour régionale des comptes qui a sorti un rapport sur la situation financière de l'association. Et elle s'est régalée puisqu'elle a enchaîné des tacles encore plus appuyés que ceux de Cécile d'Almeida. Alors, fragilité financière préoccupante, association sans soutien, empêtrée dans des conflits entre dirigeants qui desservent le club, tels sont les mots écrits sur ce rapport que nous nous sommes parvenus à nous procurer. Alors, messieurs, vous avez lu sans doute la cinquantaine de pages avec attention. Est-ce Bien que vous sûr avez que quelque non. chose à rajouter sur le sujet? Et est-ce vraiment la merde? Bah, c'est la merde dans le sens où ça concerne quand même le centre de formation avec les systèmes d'accréditation. Si le centre de formation tombe, le club professionnel tombe. Donc, déjà, pour l'équipe pro, c'est la merde, mais c'est aussi la merde pour tous les bénévoles de l'association que s'ils nous écoutent, on les félicite de faire autant avec si peu. Hashtag Kadidaldi. Et voilà, quoi. C'est la preuve que ben, il y a encore heureusement qu'il y a des passionnés à Valenciennes pour faire tenir ce truc qui n'a absolument aucun soutien de la part du club et c'est la grande entreprise de démolition des Diziac qui continue, mais malgré le fait que le rapport ben, est alarmant, c'est quand même, je trouve, déjà un exploit qu'après 7 ans un peu livrée à elle-même, l'association parvienne encore à sortir des jeunes et à faire tourner ces différentes équipes à ce point-là. Comme on Maxence, est. est-ce que tu as encore une Ouais. expression de rap? Ouais. Non, 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 mais là j'ai envie de sortir une grande citation Ah, qu'on utilise souvent ici, c'est on enfonce des portes ouvertes sans porte. Parce qu'au final, là, bon, ce que dit la CRC, bon, on le sait déjà en soi, on le sait déjà, on est habitué. Et oui, non, après dans le reste, je suis d'accord avec François, c'est assez impressionnant, on arrive toujours à sortir des jeunes, etc. En même temps, c'est ce qui fait qu'Edis Dieck se sauve depuis des années, mais c'est tellement important pour le club que ça donne un casse-tête incroyable à résoudre, et du coup, ben voilà, c'est. On n'apprend rien de plus, quoi. hmm. On aura remarqué la petite dédicace. On va enchaîner un troisième actu.
Cette fois, on parle du terrain avec une statistique signée la Nagesphère. Celle-là, vous ne l'avez pas entendue. Bon, elle sert à rien, mais bon, on la met en valeur. On est sur notre cinquième match sans défaite à l'extérieur. Alors, on n'avait pas connu ça depuis 3 ans. C'était une époque bénie où Farouk jouait en attaque avec Faustin, Diarra et Ndao à l'aval. Sur finale de ce match 0-0, surprenant. Comment on peut expliquer un tel revirement au niveau des performances extérieures? Parce qu'on peut dire qu'avant, on était claqué à l'extérieur sous Olivier Guégan depuis son arrivée. Donc, comment vous expliquez ce revirement? Ouais, pas mal. Pas mal. Je n'aurais pas dit mieux. Allez, on ferme la parenthèse sportive. De toute façon, ça ne nous intéresse pas. Hein. Nous, les sportifs, on s'en bat les couilles. Et on termine avec le feuilleton de Noël. Un huissier au VAFC. On rappelle que Patrick Partouche avait offert une visite des huissiers à la direction du club il y a quelques jours. Une visite qui s'avérait productive, car grosso merdo, il est reparti bredouille. Donc, sans les comptes qu'il était venu chercher. Est-ce que ça a camouflé pour Patrick Partouche? Bah, écoute, déjà, par respect pour nos auditeurs, je vais peut-être essayer d'apporter un élément de réponse à l'actualité précédente. Je pense que ce qui fait qu'on arrive à poursuivre la série à l'extérieur, c'est tout simplement le passage à 4 derrière, qui nous donne un peu plus de liberté offensive. Et donc, les matchs qui d'habitude on perdait 1-0 en début de saison, et ben on va gratter un partout. Et quand on joue vraiment des équipes de merde de type Chambly, malgré tout le respect que j'ai pour les Camblisiens, et ben on arrive même à arracher un score positif. Mais pour moi, c'est vraiment le passage à 4 derrière qui fait que on arrive à mettre le but, qui nous ramène un point, ou mettre 5 buts. Mais bon, ça, c'était un peu exceptionnel. Donc voilà, c'est le changement de système pour moi. Et camouflé pour Patrick? Camouflé, oui et non. En fait, tout dépend du motif de refus. Si c'est un motif qui est simplement un motif simplement motivé, oui, vous voyez, nous parlons un très beau français, donc c'est simplement motivé par le fait que SDIEC ne voulait pas lui donner les comptes par pure mesquinerie, ça le met dans la sauce, parce que d'un point de vue légal, refuser l'accès à un document, à un huissier qui a le droit d'y avoir accès, c'est pas la chose la plus indiquée dans le cadre d'un contentieux judiciaire. Après, est-ce qu'il lui a refusé l'accès parce que Patrick Partouche n'était pas en droit de l'exiger? Après, j'ai aucune connaissance du droit de l'actionnariat, mais il me semble que quand on est actionnaire dans un club, on a un accès quand même, un droit de regard sur les comptes, etc. Donc ça me surprendrait un peu. Mais un camouflet, non, parce que pour moi, ça aiguise un peu ses couteaux en vue de l'affaire judiciaire et ça démontre qu'Edizier est totalement dans une volonté de paralysie et de pourrissement du club, comme il le fait si bien depuis 7 ans. Affaire à suivre. Alors, j'ai vu une autre info, donc une info fournie par François. Merci à toi. C'est le retour de Malek Chergui au Mont-Houy, tout du moins sur le terrain d'entraînement. Et donc, il s'entraîne depuis quelques jours. Bon, c'est du sportif, hein, donc on a dit on s'en bat les couilles, mais bon, ça fait plaisir pour Malek. Hein. Ouais. Tu sais que Maxence et moi, on mène une propagande de fond sur Malek Chergui, quoi. Même, on va dire, au début de la première saison, quand il se faisait un peu insulter dans les tribunes, on était derrière lui, donc on le soutient. Et puis, globalement, c'est vraiment le profil de joueur qui nous manque devant, quoi. Quelqu'un de capable d'aller sur le côté droit et de percuter, parce que Chevalier sur le côté, ça dépanne, mais c'est quand même pas optimal. Après, à voir, parce qu'il faut qu'il se réathlétise, il faut qu'il se remette dans le bain. Donc, à mon avis, encore 1 mois ou 2 avant qu'on puisse le revoir performant sur la pelouse. Ouais, c'est important de rappeler une fois qu'on a réussi à faire changer tous les avis sur Malek Chergui, qu'aujourd'hui tout le monde est très fan de Malek Chergui, alors qu'au début c'était un peu compliqué. Je pense que ça vient un peu de nous. Autosuçage, bonjour. Ça va les chevilles là? Les derniers seront les premiers. Ouais, c'est ça. Et ouais, non, je suis d'accord. Si Malek Chergui arrive à se remettre dans le bain, mais même si personnellement j'y crois pas parce que c'est très dur. Un joueur de 32 ans, si je me trompe pas, qui se fait les tendons d'Achille, c'est dur, il va lui falloir beaucoup de temps pour se remettre. J'ai quand même envie de croire en lui et on sait jamais, sur un malentendu, un miracle de Noël, il suffirait qu'il revienne très bien directement et dans ce cas-là, ça serait très beau, ça serait une belle histoire. Ouais. On lui souhaite une bonne suite de rétablissement, il faut juste qu'il ne s'entraîne pas avec Cécile Almeida, sinon c'est mal barré. On n'oublie pas le carnet noir avant d'en terminer avec cette rubrique qui a eu son succès. Pas de décès marquant cette semaine, si ce n'est celui de Téléfoot, qui ne va pas passer Noël, c'est officiel. Donc, rien d'autre à dire à part Rest in Peace, Media Pro. On t'oublie pas. Et on peut enchaîner avec la rubrique qui aurait pu s'appeler C'était mieux avant. Il s'agit de VA à l'ancienne. Je laisse le mic à François pour sa rubrique avec au programme Raphaël
On ne parle pas de la caravane. Et la victoire à Louis II. Merci Julien. Juste pour Mediapro, ça fait plaisir parce qu'on va pouvoir revoir Samu et Roby au stade du Hainaut et en multiplex, donc ça va nous faire grand plaisir. Donc, comme vous l'a dit Julien, je vais aborder donc la carrière de Raphaël Schmitt et son passage au VFC et notamment son but face à Marseille. Mais je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par le match Monaco-Valenciennes en 2013, un match dont je pense vous vous souvenez tous. Donc, pour faire les compositions d'équipe, Monaco, c'était du très lourd puisqu'il y avait Subasic, Ragui, Carvalho, Abidal, Kurzawa, Obadi, Toulalan, Moutinho, Rames Rodriguez, Rivière et Anthony Martial. Bon, du côté de Valenciennes, c'était un peu moins reluisant, mais quand même, on avait Pento, Mater, Lala, Kagelmarer, 6, Ducourciu, Nzayamisi, Doumbia, Masuaku, Melikson et Dosevi. Donc beaucoup d'absents, vous pouvez le voir, notamment le grand Grégory Pujol. Et on n'était pas très confiant puisque Monaco était deuxième au classement avec 5 victoires de suite sans but encaissé. Et Valenciennes était 18e, donc avec 3 points en 6 matchs. Donc les dynamiques n'étaient pas très bonnes, mais quand même, on peut souligner que sur les bancs, on avait un top entraîneur légendaire, Ariel Jacobs, et puis un coach très nul, Ranieri. Je ne sais pas ce qu'il va faire ensuite, mais à mon avis, ça va être un coach très moyen qui ne va absolument rien faire dans les autres championnats, vraiment mauvais. Donc pour faire un peu le déroulé du match, on a ouvert le score sur un centre de Masuaku, dévié dans son propre but par le malheureux Eric Abidal à la 30e minute. Moutinho a failli égaliser sur un mètre coup franc, mais Pento était serein puisqu'il n'a absolument pas bougé alors que la balle a frôlé le poteau. 1-0 à la mi-temps, et à la 58e, je pense que tout le monde s'en souvient, sur une contre-attaque d'anthologie, c'est Ducourciu qui vient se présenter face à Subasic. Il a glissé entre ses jambes, comme quoi Subasic n'a pas entendu la finale de la Coupe du Monde 2018 pour être un gardien de merde. À la 80e, Falcao a fait une magnifique simulation dans la surface de Valenciennes et il obtiendra donc un penalty, mais le karma va frapper puisque Pento, là, va être décisif et va l'envoyer en corner. Mais comme vous le savez, à Valenciennes, un bonheur précède de malheur. Sur le corner qui suit, on défend très mal et c'est, je ne sais plus qui, je crois que c'est Rames qui réduit le score. Et donc, quelques actions litigieuses quand même du côté de Valenciennes, une main non sifflée dans la surface. Bon, on va dire qu'on a un peu bétonné. Et donc, on a infligé à Monaco sa première défaite de la saison à domicile. Et la stat qui, je pense, résume tout le match et le beau football qu'on a pratiqué, à la fin du match, il y avait 25 fautes au compteur de Valenciennes contre 10 fautes du côté de Monaco. Donc, vraiment, du football plaisir. Donc, comme l'a dit Julien, on va continuer le tour de la nostalgie en évoquant le cas de Raphaël Schmitt. Donc, Raphaël Schmitt, il est né en 1980 au Brésil, dans la ville de Blumenau. Excusez-moi si je l'ai mal prononcé. Donc, il aura été à Lille de 2001 à 2008. Donc, ça, c'est vraiment pas bien, mais bon, on ne peut pas être parfait. J'ai l'impression que c'est un peu la chronique aussi des anciens du LOS, puisqu'on a fait Odell la semaine dernière, mais bref. Donc, il a quand même été vice-champion de France en 2005 avec un coach que Maxence, qui supporte la Saint-Etienne, estime beaucoup, j'imagine, Claude Puel. Et donc, en 2004, quand même, il est parti en Russie parce qu'à mon avis, il en avait un peu marre de cette ville de mort qu'est Lille. Et en 2007-2008, il continue un peu son exil puisqu'il ira en Grande-Bretagne, puisqu'il a confié que son rêve, c'était de jouer en Première Ligue. Donc, il jouera à Birmingham City une saison et il les quittera en les ayant envoyés en Championship. C'est pas que de sa faute, mais quand même, Birmingham sera relégué cette saison-là. Et donc, il débarque à Valenciennes en 2008-2009. Donc, il faut savoir qu'Omboiré le convoitait avant son départ en Angleterre. Et la première saison, il fera 31 matchs et un but, le premier but d'un match nul un partout contre Nantes à domicile le jour de la Saint-Valentin. Il a bien choisi son jour, mais surtout la saison suivante, je pense que vous vous souvenez tous de son unique but, qui était le but du 3-2 contre Marseille sur coup franc. Malheureusement, une pubalgie va l'éloigner longtemps des terrains, si bien qu'il va faire que quelques matchs par saison, par-ci par-là, mais c'est quand même un joueur qui nous a marqué sur ses apparitions, notamment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le sauvetage sur la ligne contre le LOSC en Coupe de France à la 92e, quand on menait 2-1. Et ben, en 2012-2013, il est parti au Brésil. Alors là, j'ai fait LV2 allemand, donc pardonnez-moi. Bon, personne n'a fait du portugais ici, j'imagine, mais c'est l'Atlético Pana. Voilà. L'Atlético. Ouais, l'Atlético, on va dire ça. Sinon, j'ai lu un peu sa page Wikipédia pour voir ce qu'il devenait. Donc, apparemment, il a placé des thunes dans l'immobilier. Donc, on espère que ses placements ont été fructueux. Et il like de temps en temps les posts Facebook de la Nagesphère. Donc, on le salue s'il nous écoute. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir que des anciens joueurs ont encore l'amour du VFC. Ouais, c'est sûr. Alors, normalement, on devait enchaîner avec Hainaut Sociaux, mais vu que vous n'étiez pas inspiré, nous déclinons toute responsabilité quant à la non-tenue de cette rubrique. Et on va poursuivre. Merci. Je ne sais pas si je t'ai remercié, François.
Bon, c'est pas grave, non, mais j'ai pas pu faire réseaux sociaux parce que j'étais occupé à lire la longue conversation sur Discord qui dure depuis maintenant 3 jours et qui prend 80% de notre temps. Donc, toutes nos excuses pour ce retard momentané et nos sociaux fera son retour la semaine prochaine. Mais on compte sur vous, comme dirait une certaine association. Et on poursuit avec le tour de l'actu. L'actu Ligue 2 et l'actu des derniers Valenciennois joués dans des clubs ambitieux. C'est la revue de presse de Larry et Maxence. Merci Julien, même si aujourd'hui on va plutôt parler de football en général, tout simplement car il ne s'est absolument rien passé, rien d'intéressant dans les autres clubs. Donc je me suis décarcassé pour vous trouver 3 sujets qui ne sont pas les plus intéressants. Donc on va commencer par, je recommence, nos amis de Téléfoot. Donc pour faire suite à la fermeture actée de Téléfoot, les salariés de Mediapro France appellent à des mouvements de grève dès jeudi matin, donc à partir d'aujourd'hui, si vous nous écoutez ce soir, ou bref, merde, vous avez compris. Comme par exemple, bloquer des camions de production. Mais en cas de grève, le groupe Mediapro est prêt à faire venir des camions de production depuis l'Espagne. Par ailleurs, le président du groupe, M. Roures, devrait rencontrer les syndicats ce jeudi à 18h. Petit conseil pour les syndicats, si votre patron commence sa phrase par « Mon projet est », fuyez. Donc, chez Mediapro, on n'a certes pas un rond, mais on a des idées pour pallier à d'éventuelles grèves. Est-ce que ça inspire quelqu'un, cette news? Ah bah quand même, il faut le vouloir pour faire venir un camion régie de l'Espagne jusqu'à Valenciennes pour un vieux match Valenciennes-Amiens le vendredi soir. J'espère qu'ils sont déterminés chez Mediapro parce que va falloir le payer cher le chauffeur pour qu'il accepte de faire ça parce que vraiment, pas quelque chose que moi j'aurais envie de faire personnellement. Maxence, peut-être? Non, mais ouais, plutôt d'accord. En vrai, c'est intéressant de voir que cette affaire Téléfoot Media Pro avance, même si malheureusement elle n'avance pas du bon côté. On aurait tous préféré qu'il paye et que tout se passe bien, ça se finisse bien dans le meilleur des mondes. Mais du coup, ça avance et on verra ce que ça va donner, même si la fermeture de chaîne arrive dans peu de temps normalement. Puis ça met le LOSC dans la merde, donc ça n'a pas que des mauvais côtés, quoi. Julien, je pense que cette info t'inspire, non? Oui, intéressant. Oui. Voilà, c'est ce que je voulais entendre. On va rester chez nos amis. On va rester chez nos amis catalans de Mediapro, puisque à l'approche de leur fermeture et des fêtes de fin d'année, ils ont décidé de régaler un maximum de personnes en proposant des passes à des tarifs attractifs. Par exemple, un pass journée à 3,90 €, un pass 3 jours à 6,90 € et enfin un pass semaine à 9,90 €. Bien moins cher qu'un abonnement IPTV. Donc si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un que vous n'aimez pas, c'est le moment d'en profiter. C'est une alternative au fameux coffret Scorpio que tu achètes le 24 décembre à 16h30 à Intermarché Somain quand tu ne peux pas ouvrir. Bonne chance. Donc, messieurs, si vous avez envie de faire plaisir à quelqu'un, manifestez-vous. Elle est bizarre ta rubrique parce que tu parlais de passe, t'as parlé d'espagnol, c'est pas très foot tout ça. Donc, on enchaîne avec la dernière info. Moustache à la Fédération française de foot. Vous voyez de qui je parle, de Moustache? Ah, évidemment. Bien sûr. Donc, Monsieur Thirier, l'ancien président de la LFP, qui a empêché Luznac de monter, on ne le présente plus. Ce cher monsieur que l'on croyait à la retraite se porte candidat à la succession de Monsieur Le Gret à la présidence de la FFF. Et quand on lui demande le motif de sa candidature, il nous explique que le football français traverse une crise sans précédent, la crise du secteur professionnel suite au confinement et l'affaire Mediapro, tiens, encore eux, la chute du sponsoring, coucou Eddy. Donc, petit rappel, hein, Thirier, c'est un petit C'est pas les pêle-mêle. surgelés. Déjà, c'est des interdictions de déplacement, des matchs à huis clos, des sanctions démesurées, et bien sûr Luznac. Osef ou pas Osef? Bonne question. Entre les deux. Genre, je souhaite vraiment pas de revenir. Mais il a pas tort sur un point, c'est que le foot français traverse une phase difficile. Mais justement, je pense que si on traverse une phase difficile, c'est pas lui dont on a besoin. Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il se porte candidat face à quelqu'un qu'on n'aime pas de base, donc c'est un peu la fameuse expression cancer ou choléra. Enfin, c'est vraiment deux dirigeants qui, pour le coup, je pense, ne fédèrent déjà pas. Alors, quand ils seront réélus, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit encore bien le bazar, mais de toute façon, le football français est un panier de crabes et
Suffit de voir avec l'affaire Mediapro, tout le monde commence un peu à penser à sa gueule et à sauver les meubles, donc ça va péter. Donc que ce soit Thiriez ou Le Gret à la tête, de toute façon, on s'en fout un peu pour moi. Ouais, c'est clair, ça change rien. Ok, bah Maxence, c'est à ton tour. Allez, c'est parti. Donc on va faire le tour du monde, non pas en 90 jours, mais en 90 secondes, tellement ça va être rapide, il s'est rien passé. Donc on commence du coup à... D'ailleurs aussi je tiens à préciser avant de commencer qu'il y a encore des matchs qui sont en cours actuellement et du coup ben c'est pas, je pourrais pas vous informer de cela, je suis pas un génie, un devin. Donc ce sera les matchs juste avant. Donc Brest s'est imposé 2-1 à Angers, à Reims. Younis Abdelhamid a réalisé une performance moyenne, mais bon son équipe a perdu donc on va dire qu'il a été naze. ASS Angers, donc 0-0 entre la Saint-Etienne et Angers. Le SCO d'Angers a réalisé une performance moyenne. C'était un match plutôt moyen dans l'ensemble. Même si Angelo Fugini a réalisé un bon match. Lens a perdu 3-2 contre le MHSC. Jean-Louis Leca a réalisé une performance exécrable. Il a fait une boulette qui coûte le match au RC Lens, pour être plus clair. Ensuite, on a vu Strasbourg et Metz lors d'un derby très très chaud, sans supporter en tribune. Finir sur le score de 2-2. Kenny Lala a réalisé une performance moyenne. Mais par contre, Opa Nguet a inscrit un but du côté de Metz, donc c'est toujours bien pour lui. Sachant qu'on était dans la semaine de la loose, on est obligé de parler de la défaite de Huddersfield 5-0 contre Bournemouth, donc toujours une pensée pour Isaac Mbenza. En Allemagne, 0-0 entre le Hertha Berlin et Mayence, toujours a réalisé une performance moyenne, tandis que Moussa Niakhaté était capitaine pour Mayence et a fait plutôt une bonne performance. Merci Eddie de nous l'avoir vendu. Leipzig a gagné 2-0 contre le Werder Bremen où Upamecano a fait un très bon match et il a pris un carton jaune. Pas grand chose à dire de son match non plus. Là on va aller en Belgique. Moucron a fait 2-2 contre Louvain. Nuno da Costa a enchaîné avec un doublé. Dommage que le score ne soit pas au rendez-vous. Et on a une pensée pour Nicolas Pento qui était encore sur le banc lors de la victoire de son équipe, il me semble, Charleroi. 4-3 ou 3-2, je me souviens plus, je t'avoue que je l'ai pas noté. En Hongrie, Liassouri et le Molfe Hervar ont fait un match nul face à Puskás. Félicitations, ils ont battu une légende. Enfin, ils ont fait un match nul contre une légende, incroyable. 1-1. L'Inseros suspendu, l'Aris Thessaloniki s'est imposé 1-0 contre le PAOK. On dira que les Valenciennois ne portent pas la poisse. En Italie, on a vu une scène étonnante. C'était un petit peu l'image du week-end en termes de nos anciens Valenciennois, puisque Adrien Tamezé est le ancien milieu défensif de Valenciennes, a joué attaquant de pointe face à la Lazio de Rome. Et le pire, c'est qu'il a marqué un but. Et ils ont réussi à gagner 2-1 contre la Lazio, donc assez surprenant. Tamezé qui se convertit à un nouveau poste. Et voilà, Julien, j'ai fini, ça à toi. Bah, merci beaucoup, merci à vous deux pour vos rubriques respectives qui ont été fort productives. Le débat de la semaine, donc l'avant-dernière rubrique de ce podcast, qui je l'espère est de qualité. C'est un débat qui va nous permettre de nous torturer psychologiquement, parce qu'on va ressasser un peu le passé et on va se lamenter du présent. Alors la question, elle était simple. Alors que l'on va boucler une 7e année de merde pour notre club, est-ce que votre rapport avec le VFC a évolué et est-ce que votre passion a baissé depuis tout ce temps? Alors messieurs, on va rentrer tout de suite dans l'art. Est-ce que vous êtes toujours les mêmes après toutes ces épreuves? Larry, je t'écoute. Eh bah, non, je suis plus le même. Ah, déjà, je suis toujours le club, mais depuis la descente, il y a un truc qui s'est cassé. Pour dire, je prends rarement mon pied au stade. En 7 ans, je suis passé par plusieurs phases. Aujourd'hui, j'en suis à la phase où, quel que soit le résultat, je suis content. Sauf quand il y a un match nul. Pas à cause des joueurs et des entraîneurs qui sont succédés. Hein. Ils ont toujours fait ce qu'ils pouvaient avec pas grand-chose. Mais à cause d'une personne clairement identifiée qui a fait rentrer VA dans une nouvelle ère, l'ère de la dysenterie, où prononcer les mots de l'ambition pour VA est une insulte. Jamais dans son histoire, ce club n'avait pour ambition de jouer le ventre mou. Le ventre mou en seconde division, jusqu'à 2014. Alors j'en vois déjà certains venir avec leurs armes fétiches. Ouais, mais si Eddy n'était pas là en 2014, ouais, c'est la faute à Jean Raymond, ouais, mais si Pujol avait marqué avec le Gazélec en 2015, on aurait peut-être dû déposer le bilan finalement. Ou Pujol aurait dû fusiller Chariot ce soir de mai 2015. Comme dirait l'autre, tout cramer pour partir sur des basses scènes. Donc ouais, ma passion a diminué. Il y a quelque chose qui s'est brisé, et tant que l'autre sera en place, rien ne pourra réparer ça. Maxence, tu voulais enchaîner? Un petit peu comme Larry, en fait, depuis 2014, je suis un petit peu devenu un cyborg. Donc, en fait, t'es jamais content de ce qui se passe, en fait. T'observes, tu te dis, ouais, bon, ok, Ouais. pourquoi pas. Une victoire, t'es content, une défaite, t'es content. Un match nul, t'es pas content parce que t'aurais préféré avoir du spectacle.
Et du coup, ben, c'est un petit peu ça depuis un moment. Les premières années, on y croyait forcément. On se dit, putain, c'est un mec du terroir quand même. C'est Edis Dieck. Non, personne ne se disait ça quand même. Non. On se dit, ouais, que c'est quand même un mec du coin. Donc pourquoi pas, on va lui laisser sa chance. Je pense que là, c'est sa sixième, septième chance. Il serait peut-être temps de lâcher maintenant. Et ouais, d'autres personnes feraient bien mieux que lui à sa place. Ça, c'est une certitude. Maintenant, ouais, on a ces 6 années de galère. 6 années où je pense qu'on s'en souviendra si un jour on reconnaît le bonheur. Je pense que ces 6 années, on s'en souviendra. Voire plus du coup, parce que ça se finira pas en 6 années. Mais ouais, c'est quelque chose qui restera dans nos mémoires quand même. En espérant que ça aille mieux un jour. En espérant que ça reste pas dans nos mémoires pour que ça soit un bon souvenir. Mais justement quelque chose qu'il faudrait plus jamais renouveler. Ouais, très bien dit, François, pour poursuivre sur le sujet. Ouais, bah, c'est un peu une question de psychanalyse que tu nous proposes là. Bon, moi, de mon côté, pas vous mentir, ça fait quelques années que j'ai pu la légendaire boule au ventre avant un match ou 5 heures avant le match, je regardais tout le temps l'horloge, c'est quand le match, c'est quand le match, c'est quand le match. Ça, je vais pas vous le cacher que ça fait très longtemps que c'est parti. Après, il y a peut-être le fait que bah, nous quatre, on était un peu enfants à la bonne période et maintenant on a grandi, donc peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Mais après, je pense que, en fait, heureusement qu'il y a tout ce qu'on est en train de faire là, avec la Ningesphère, etc. Parce que c'est quand même, je pense, 90% du plaisir que je prends à suivre Valenciennes, c'est bah, avec ce qu'on fait, en fait, nous, à côté de bah, un peu là, donc les émissions, un peu les un jour un match, une photo, tout ça, ça c'est. En fait, c'est un peu. Enfin, on tire vraiment sur la corde nostalgique, on se perfuse à la nostalgie pour se dire que ça en vaut encore la peine. Et après, il y a toujours le biais du. Enfin, là, après, je vais te lire les réponses sur Twitter, mais quand tu lis les réponses, la passion n'a pas diminué parce que les gens dont la passion a diminué, ils sont à Bollaert ou à Pierre-Mauroy. Maintenant, il n'y a plus qu'un cercle très restreint de courageux qui, je pense, comme Larry, comme Maxence, comme moi et comme sans doute toi, ne prend aucun plaisir à regarder l'équipe, mais pour autant, elle est tout le temps le samedi devant son écran. Elle ne sait pas pourquoi, mais elle s'inflige quand même ça. Et bah, je pense que même si ça devait encore durer 5 ans, je pense que le noyau dur ne baisserait plus maintenant. Ah, bah, déjà qu'il est bien vidé, ouais, le noyau, donc forcément, il reste que les vrais, là. Euh, alors, l'autre question, c'est est-ce qu'il suffit de pas grand-chose pour que ça reparte comme en l'an 2006? Ou est-ce que vraiment, pour vous, bah non, du coup, tu as répondu un petit peu François, mais est-ce que du coup, Maxence et Larry, vous partagez ce constat que au final, il suffit de pas grand-chose pour que ça reparte? Ou est-ce que vraiment le ressort, il est cassé? Moi, vraiment, je suis un éternel optimiste. Pour moi, il reste vraiment pas grand-chose pour faire partir la machine. Le meilleur exemple, c'est le match l'année dernière contre Clermont, en début de saison, où le temps d'une soirée, on s'est Mm. retrouvé à Ningesser. Avec ce qu'on a vu sur le terrain, il manquait vraiment pas grand-chose. Puis on est dans un bassin où il y a des partenaires. Il y a des partenaires historiques. Il y avait Toyota. Il manque pas grand-chose pour que ces gens reviennent. Mais ça dépend d'une personne, encore une fois. Mais Maxence? ouais, moi je suis d'accord avec Larry, mais en plus tout à l'heure, donc du coup, je discutais avec le supporter amiénois que vous verrez à la fin de l'émission, même si ça c'était en off. En gros, il me disait ouais, bah moi je suis un petit peu déçu parce que quand tu vois l'effectif de Valenciennes, on les attend quand même beaucoup plus haut. Et au final, c'est une équipe comme Grenoble qui va jouer les troubles faites en haut du tableau, alors quand on regarde l'effectif de Grenoble, c'est pas incroyable. Donc moi je me dis que franchement, non, le ressort est pas cassé. Dans l'effectif, on a des joueurs de qualité, etc. Maintenant, il va falloir en profiter. Il va falloir faire un tri au niveau direction. Va falloir comment dire, de positionner tout ça dans le bon sens et faire avancer la machine, tout simplement. Maintenant, il reste les problèmes qu'on connaît et dont on a l'impression qu'on n'est pas prêt de se débarrasser. Mais moi, je pense que la machine n'est pas Mm. cassée, que ça peut reprendre à tout moment et surtout quand l'autre il sera plus là, quoi. C'est sûr. Il y a une théorie aussi qu'on peut développer, c'est dans ce quotidien de Bournemouth, c'est qu'en fait, c'est l'eau de la Ligue 2, en fait. Est-ce que c'est pas impossible de vibrer vraiment dans ce championnat de mort? Hmm, J'irai pas jusque-là parce que quand tu regardes l'ambiance à Ningesser la saison 2005-2006 ou 2004-2005, enfin bref, la saison de la remontée en Ligue 1, il y avait quand même toute une ferveur. Après, les dynamiques sont totalement inverses. Et j'irai pas contredire Larry et Maxence sur ce point, mais je serais quand même un peu plus prudent sur l'histoire du ressort qui n'est pas cassé, parce que certes, si Eddy Dieck s'en va, ça va débloquer beaucoup de choses. Il faut quand même voir il a fait des dégâts assez considérables. Je veux dire, le centre de formation, il y a d'énormes choses à faire pour qu'il soit remis aux normes, pour qu'il retrouve son standing et la productivité qu'il avait avant. Et puis la ferveur, autant en 93, je pense que les gens étaient
triste de voir ça. Il voulait pas s'infliger ça plus par un sentiment de tristesse. Mais ce qui ressort des gens qui sont partis, là, c'est purement du dégoût. Valenciennes ne les intéresse plus parce que Valenciennes, il y a marqué Edis Diack sur son front et ça les dégoûte en fait. Et il va falloir beaucoup de temps pour recréer toute une ferveur et toute une confiance autour du club. Et je pense pas que demain, si Partouche devient président, on va refaire nos 12 000 spectateurs à chaque match au Hainaut. Ah non, Très loin clairement. de là. Ouais. Non, mais clairement pas. Mais par exemple, quand tu parles du centre de formation, tu vois, c'est pas quelque chose qui impactera directement l'équipe pro, directement. Ça, dans les prochaines années, oui, mais directement, non. Et du coup, moi je pense que justement, si on enchaîne les bons résultats, s'il y a quelque chose qui est en train de se créer autour d'un groupe, c'est quelque chose qui reviendra naturellement. On n'aura peut-être pas, c'est sûr, les 15 000 de Ningesser, etc. Mais c'est quelque chose qui reviendra plus facilement. Et justement, c'est là que ça commencera à redevenir intéressant. C'est là qu'on commencera à reprendre goût au truc. Et voilà, quoi. Bah, c'est juste où je pense que le centre de formation n'impactera pas directement. Donc tout ce qui va pas là-bas, on aura le temps de le refaire si tout simplement on est racheté d'ici là. Et si l'équipe pro repart bien, ben, il n'y a pas de raison qu'on s'amuse de nouveau en tribune, quoi. Mm. Et comme disait François aussi, l'arrivée un jour d'un successeur, c'est pas une garantie de succès. Mais bon, si on pense ça, on va se tirer une balle. Il y a aussi- Bah, du coup, François, tu peux enchaîner. Ouais, vas-y. Et Ouais, puis non, mais ensuite, on va lire les réactions. Donc, si tu as quelque chose à rajouter. j'ai oublié, j'ai parlé du centre de formation, mais surtout le sponsoring. Toyota, etc. Mm. Ils sont partis, mais il n'y a aucune garantie que ils aient envie de revenir directement. Après, peut-être que oui, peut-être que non, mais on va découvrir les cadavres dans le placard et à mon avis, Didier a durablement touché le club. Donc du coup, je vais vous lire les réponses sur Twitter. Il y a notre ami El Modestino, grand fan de Grégory Pujol, qui nous dit: J'étais même pas né en 93 lors de cette période noire. J'ai commencé à aimer le club lorsqu'un petit garçon a besoin de s'identifier à ses héros. VA est arrivé en pleine bourre à ce moment-là. Ça sera gravé en moi à jamais. La passion est restée là, même que ce soit Chambly ou Paris. Mais c'est vrai que par moments, c'est dur de tenir. On mange des claques, on a envie de renoncer, puis le lendemain, on est reparti encore. Mais le manque d'espoir tue, c'est même le plus optimiste sous Z deviendra en manque d'espoir, justement. En fait, Z, c'est un détraqueur comme dans Harry Potter. Il tue pas directement, mais il aspire tout autour de lui. Tout devient noir, obscur, et c'est ce manque d'espoir, de lueur, qui obscurcit le Hainaut depuis bien trop longtemps. Stéphane qui nous dit: malgré cette énième saison compliquée, toujours motivé pour un avenir meilleur et pour que d'autres puissent vivre ce qu'on a vécu avec les 2 montées de suite et les bons matchs en Ligue 1. Nadivas, j'ai commencé à suivre VA dans les années 2000 en National. La montée en Ligue 2 et Ligue 1 en a fait mon club de cœur. Les Savidan, ma terre, Saéchel et j'en oublie étaient mes idoles. Impossible de louper un match. Malgré la descente il y a 7 ans, ma passion pour VA reste intacte. Je continue d'aller au stade avec la même ferveur, mais le changement est sur mon humeur par rapport aux résultats. En effet, une défaite me fait presque ni chaud ni froid. Oui, il y a aussi la maturité du fait que VA ne fera pas ma vie. J'ai une vie et un boulot à côté du foot. Kendu qui dit: j'étais jeune lors de la descente, mais j'ai 11 ans, mais j'aimais tellement le club que je ne l'ai pas laissé tomber. En grandissant, j'ai appris beaucoup sur le foot, comme le fait que le terrain n'était pas toujours le plus important. Ma passion et mon implication grandit. Maintenant, vu ce que je sais l'histoire du club, les troubles actuels et le marasme du Valenciennois, j'aime encore plus le club, car on ne doit absolument pas lâcher, pas maintenant. Les rayons lumineux commencent à percer, le soleil sera là quand on sortira de la mine. Paul, la passion est plus forte qu'avant étant donné que j'étais jeune à la descente. Haribino, elle avait diminué lors de la descente en Ligue 2 et les 2 premières années. Je suis retourné au stade quelques fois sans plus, mais en étant toujours au courant de l'actu du club. Perso, ça fait 1 an que je retourne au stade presque à chaque match, juste pour passer du bon temps avec mes amis en tribune nord. Je fais que pour me défouler, donc moi, pour la passion est revenue depuis quelques temps. Alors Larry, qui est très synthétique, et dit: oui, on verra. Patrice qui dit: pour moi la passion reste intacte, je ne manque pas un match au stade ou devant mon PC depuis ce foutu virus. Par contre mon optimisme de revivre la Ligue 1 est parti. Paulsen, qui avait gagné le maillot de Julien Masson, si je me souviens bien, qui nous dit toujours le même schéma, euphorie de début de saison en pensant que cette fois c'est la bonne et qu'on peut espérer une bonne saison, et puis la réalité rattrape et nous brise nos espoirs. La flamme est toujours là, mais elle a diminué. Roux qui dit: oui, la passion est diminuée. Avant, je ne loupais pas une minute, je cherchais à aller voir les matchs coûte que coûte. Maintenant, flashcore et les résumés me suffisent. Et enfin, Benoît, lors de la descente, j'avais... Oh punaise, il y a plein de réponses. Lors de la descente, j'avais 10 ans et ça faisait quelques années que j'allais au stade avec mon grand-père. Je suis supporter depuis qu'il m'a mené à Ningesser pour la première fois. J'ai adoré l'ambiance. En plus, je suis supporter, je ne loupe aucun match. La passion reste inchangée en attendant des jours meilleurs. Une heure qui dit: Diax doit s'en aller en janvier. Ici, c'est sûr qu'on ne sera pas 5e. Plus. L'espoir de ne pas monter ni de descendre pour que le club ne disparaisse pas. L'enjeu financier est passé au-dessus de l'enjeu sportif. Et enfin, je vous rassure, j'ai fini. Il y a Sigma qui dit: ça fait 1 ou 2 ans que j'aime bien VA grâce à un pote que j'aime beaucoup. VA même si c'est pas le club que je supporte à fond, et j'espère que partout je vais pouvoir vite reprendre VA. Et juste petite indication que j'ai vue en répondant, et c'est un peu révélateur de ce qu'on parlait de l'enfance, etc., c'est que c'est quand même globalement, j'ai l'impression, des gens entre 15 et
22 ans qui ont répondu au sondage. Donc, c'est vraiment ceux qui ont été biberonnés aux belles heures de Ningesser qui sont toujours là, quoi. Ouais, merci à tous ceux qui ont réagi, ça fait plaisir, hein, même si ça peut voir la lecture. Si quelqu'un a un mot de la fin, je lui laisse carte blanche. Voilà. Voilà. On va Super. clôturer ce 4e podcast avec le 11 amiénois. Alors 11, ce n'est pas le nombre de supporters du SC Amiens, c'est plutôt le nombre de joueurs qui viendront prendre leur dose samedi au Hainaut. Un peu de trash talk, ça ne fait pas de mal. C'est le derby quand même, c'est le derby. Du coup, cette semaine, on se retrouve avec qui, Maxence? Du coup, ouais, comme je disais, on se retrouve avec un supporter du 11 amiénois et on lui a posé quelques questions à propos d'Amiens, de leur début de saison compliqué. Il nous a un petit peu montré, décrit l'effectif amiénois, un joueur à surveiller, un prono. C'était très sympa. Franchement, ça vaut le coup d'être écouté. Comme d'hab. Allez. Et donc, on se retrouve maintenant pour l'interview d'avant-match avec un supporter amiénois, puisqu'on se retrouve avec le 11 amiénois. Donc, tu peux présenter un petit peu votre compte et aussi, plus personnellement, depuis combien de temps tu supportes Amiens? Bonsoir à tous. Alors, je vais éclaircir l'entrée. Moi, personnellement, je ne suis pas supporter d'Amiens, D'accord. mais on va dire, je suis journaliste dans ce projet qui existe depuis 2 ans et demi maintenant. Mais je travaille autour de l'Amiens SC depuis 3 ans et demi, 4 ans. Donc, je suis pas vraiment supporter, mais au fil du temps, on commence à s'attacher un peu. Et ouais, donc c'est un projet qui nous a tenu à cœur parce qu'on s'est rendu compte que l'Amiens SC, finalement, dans la presse locale, c'est pratiquement inexistant parce que la Voix du Nord est forcément occupée avec tout le football qu'il y a dans le Nord. Enfin, c'est logique. Il y a un petit peu le Parisien de temps en temps, et après, c'est le Courrier Picard et c'est pas. On s'est dit ça manque d'offres et on s'est lancé là-dedans et ça fait 2 ans et demi qu'on est sur Internet, sur le11amiénois.fr et on parle beaucoup de la MSC forcément, mais aussi des petits clubs régionaux du National 3 au Régional 3 et c'est beaucoup de temps, mais c'est beaucoup de passion aussi. C'est vachement intéressant. D'accord. Donc, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Après un début de saison compliqué, une victoire en 6 matchs, Amiens se reprend petit à petit. Comment ça se déroule cette saison pour vous? Avoir un mercato non terminé après le début de saison, ça ne vous a pas aidé? Clairement pas, ça n'a pas aidé. Mais ce qui a pas aidé non plus, c'est le fait que clairement les dirigeants n'ont absolument pas préparé l'éventualité d'être vraiment relégués en Ligue 2. Ils l'ont avoué plusieurs fois. Eux, dans leur tête, ils croyaient purement et simplement à la Ligue 1 grâce à la justice. Et le fait est que, quand on a vu les premières décisions, moi personnellement, je m'attendais pas à ce que la justice fasse piller la Ligue, et d'autant plus avec le jackpot qui était annoncé pour les droits télé, les clubs allaient pas s'asseoir dessus. Et les dirigeants ont pris beaucoup, beaucoup de temps, ont confirmé l'entraîneur sans vraiment lui faire confiance en lui mettant Oswald Tanchot dans les pattes. Alors officiellement, les deux s'entendaient bien, mais c'était très bizarre d'amener un numéro 1 en tant que numéro 2. Et puis ouais, c'était très très compliqué. Dans le jeu et surtout dans les résultats, parce que c'était sur la lancée de l'année dernière où il y avait pas d'âme, il y avait pas d'énergie sur le terrain, et en plus les résultats suivaient pas. On s'est dit qu'on était parti pour une saison galère encore, et à défaut de viser la montée, il fallait vraiment commencer par se maintenir en Ligue 2 parce que on a vu des clubs chuter et on aurait aimé ne pas qu'Amiens n'en soit pas. Pour l'instant, c'en est pas un, donc ça va. Ça va un peu mieux depuis quelques matchs dans les résultats, mais dans le jeu, c'est tout autant catastrophique. Enfin, clairement, on s'ennuie. On s'amuse pas vraiment sur les matchs d'Amiens ces derniers temps. Et le mercato, ça a pas aidé du tout, et ça va recommencer en janvier parce qu'il y a des gros salaires qui doivent partir. Des Akolo, des Mendoza, des Otero, ils sont poussés vers la sortie petit à petit, et malheureusement, il y a pas de preneurs parce que certains n'ont juste pas le niveau ou ne l'ont pas montré. En plus du Covid qui n'aide pas, plus le scandale Media Pro. Ouais, C'est ça. c'est un petit peu compliqué pour les clubs d'acheter au mercato et ouais, ça risque de rester un petit peu au placard entre guillemets encore là pendant un petit moment. Ouais. Mais Pour Mendoza, il y a une chance parce que il performe en fait. ouais. Sans lui, il y a mis beaucoup moins de points, donc il y a peut-être une chance de le vendre, mais Otero, Akolo, ça va être très très compliqué de s'en débarrasser à moins de trouver une porte de sortie exotique, quoi. Pour un petit peu continuer justement à parler des joueurs de l'ASC, est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'effectif amiénois, les points forts, les faiblesses, qu'est-ce qui va pas dans cet effectif? Ça marche. Alors, le point fort, je pense que ceux qui suivent un peu Amiens, qui connaissent son nom, c'est Régis Gürtner. C'est le pilier, c'est le taulier quand même.
lors de la saison de la montée il y a 3-4 ans, c'était un des meilleurs gardiens de Ligue 2 et il l'est toujours. Enfin, honnêtement, on est plusieurs à être toujours surpris qu'il soit toujours là. Oui. C'est un excellent gardien qui en plus est fidèle au club. C'est incroyable d'avoir un quelqu'un comme ça. La défense, malgré le temps que ça a pris pour se mettre en place, etc., la défense, et je la trouve très bonne. Elle est un peu plus friable ces derniers temps parce que voilà, les deux axiaux sont internationaux africains et pendant les trêves sont obligés de partir. Certains ont eu le Covid, certains ont eu d'autres petites blessures parce qu'ils se reposent jamais. Donc ces derniers temps, c'est un peu plus friable, mais globalement, la défense, c'est un gros point fort, c'est très solide. Il y a juste le latéral droit, Michael Alphonse, qui est peut-être un peu moins dedans, mais globalement, ça va plutôt bien. Le vrai point faible, c'est le secteur offensif. Et c'est pas tant le fait de marquer des buts qui pose problème, c'est qu'il y a très peu d'occasions. Amiens a beaucoup de mal à se créer des situations dangereuses et c'est un vrai point faible. Par exemple, je vais faire la comparaison avec Valenciennes. Bon, j'ai pas vu beaucoup de matchs ces dernières semaines, mais j'ai le souvenir en début de saison d'un Valenciennes qui est très offensif et qui arrive à se procurer pas mal d'occasions en plus des buts marqués. Amiens, s'il y a 2 occasions dans le match, on se dit tiens, il y a du progrès. Ouais, bah, ça, c'est un petit peu justement la situation de Valenciennes l'année dernière, qui était pire attaque de Ligue 2, mais en même temps meilleure défense. Donc, on se procurait vraiment très peu d'occasions. Et pareil, des fois, on faisait des matchs à 0 tir, 1 tir. Et ouais, je vois parfaitement ce que tu veux dire du coup. Et le pire, c'est que dans le jeu, il y a une petite Mendoza dépendance parce que c'est le seul véritable joueur qui est technique et capable de faire la différence en vitesse ou en 1 contre 1. Et samedi, par exemple, contre Chambly, il était absent. Et offensivement, c'était le néant. Il s'est rien passé. Et pourtant, c'était Chambly en face. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de difficultés. Il y a une petite complicité qui commence à s'installer entre Mendoza et le nouvel attaquant Stéphane Audet. Mais bon, c'est que le début et c'est pas encore, c'est pas encore la grande entente qu'on aimerait avoir. Mais en même temps, c'est pas surprenant vu l'état dans lequel Audet est arrivé. Il est arrivé dans un des derniers jours du mercato. Il a eu quelques problèmes au niveau comportemental en arrivant beaucoup en retard aux entraînements. Il a même été écarté du groupe pendant 2 ou 3 matchs à cause de ça. Donc, Oui. c'est pas, c'est pas encore au top. Et pourtant, D'accord. vas-y. Non, bah vas-y, je prendrai la question après. J'allais dire, et pourtant, c'est dommage, parce que quand on voit l'effectif d'Amiens, il y a quand même des joueurs avec un niveau top, quoi. Moi, je pense à Régis Gartner, comme tu disais juste avant, à Opoku, à, Oh oui. à Alexis Blin, le capitaine, Arnaud Mhm. Luzamba. Franchement, c'est des joueurs qui méritent vraiment de jouer plus haut, quand même, et je trouve ça dommage que ça prenne pas. Maintenant, c'est que la première année, en Ligue 2, je pense pas qu'il faudra à Amiens 3-4 ans pour remonter, en tout cas, je vous le souhaite pas. Donc, Tant qu'on descend pas, ouais, mais franchement, ça devrait le faire. Je pense franchement que ça va le faire. j'espère. Et justement, ouais, je pense que si le club arrive à se stabiliser, il y a peut-être des chances justement de monter dès l'année prochaine, hein. En tout cas, on vous Ce le serait souhaite. bien. Ce serait bien. Mais comme tu l'as dit, ces joueurs-là, le problème, c'est que on voit des joueurs qui sont estampillés Ligue 1 et qui ont clairement le niveau Ligue 1. Enfin, on va pas se mentir, avec mon collègue depuis qu'il est revenu, on se dit que c'est une anomalie d'avoir Nicolas Sopoku en Ligue 2. Oui. Et ouais, Arnaud Loussamba, c'est une excellente pioche. L'attaque va mieux depuis qu'il est arrivé, clairement. Et c'est pas une coïncidence. Et ouais, il y a des joueurs qui ont le niveau Ligue 1, mais collectivement, ça n'a pas le niveau, en fait. C'est ça qui est très dommageable, c'est que si on prend les joueurs intrinsèquement un par un, ils sont au niveau. Mais collectivement, ça marche pas. Je pense qu'il y a peut-être un peu d'état d'esprit où beaucoup étaient là l'année dernière dans la spirale de défaite et ont un peu de mal à Ouais. se remettre de ça, mais bon, ça explique pas tout non plus. D'accord. Donc, bah, tu nous as présenté l'effectif amiénois, mais y a-t-il un joueur à surveiller en particulier? À part, bien sûr, on imagine Mendoza et, et l'attaquant, je sais plus le nom. OD, ouais. Je mettrais bien une pièce sur Arnaud Loussamba qui, si il est dans un système de jeu qui lui permet de s'exprimer un peu mieux, pas comme Chambly. Contre Chambly, c'était un schéma très bizarre, une espèce de 3-4-1-2 très obscur qu'on n'avait jamais vraiment vu. J'espère que ce sera quelque chose de mieux, mais s'il arrive à être positionné en tant que numéro 10
avec le retour de suspension de Mendoza et le retour de suspension du milieu Iron Gomis, il est capable de faire mal par sa vision de jeu, par ses passes et être capable d'amener ce petit plus qui manque au jeu offensif. C'est vraiment un joueur très très intéressant. Et sinon, moi j'ai un petit coup de cœur pour un joueur mais qui ne joue plus vraiment en ce moment, c'est Jason Papo. Ah, c'est un bon joueur. Il était prêt à Chambly, si je me trompe pas, l'année dernière. Ouais, l'année dernière, c'est ça. Enfin, il a une bonne vision de jeu, il est très technique, mais en ce moment, il est soit écarté, soit il joue que des bouts de match, et c'est vraiment dommage. J'aimerais le voir plus parce qu'il est capable de dynamiter l'attaque d'Amiens et on le voit pas assez à mon goût. D'accord. Et pour finir, est-ce que tu as un petit pronostic pour le match? Alors mes pronostics cette saison, ils ont pas été terribles, je pense, mais honnêtement, vu l'adversaire, je me contenterai d'un match nul 0-0 ou 1-1. Mais par exemple, un vrai 0-0, pas les 0-0 qu'on a vu ces derniers temps d'Amiens où on s'ennuie ferme. Si les gardiens peuvent être un peu mis en valeur, c'est le genre de 0-0 que j'aimerais bien voir. Bah d'accord. Pronostic qui ne plaira pas à tout le monde, un 0-0. Parce qu'en fait, Ouais, 0-0 ou un partout, mais ouais, voilà, mais un match honnêtement, nul, quoi. ouais, mais de notre côté, enfin, on prendrait clairement un match nul à Valenciennes. Vu la spirale, enchaîner 2 victoires contre des concurrents directs et puis après 2 matchs nuls, ce Ouais. serait vraiment pas mal. Avant en plus de finir contre Ajaccio, qui sera notre concurrent direct, ça ferait du bien. Bah d'accord. Bah merci pour cette interview d'avant-match. Et du coup, pour ceux qui sont encore là à la fin du podcast, eh ben on se retrouve pour le débrief qui arrive en fin de semaine. Et sur ce, bonne soirée. Au revoir.